Madame la Présidente, à écouter le ministre des Finances, ce budget serait celui du courage. À lire les chiffres, il ressemble surtout à un budget où le courage est demandé aux autres, aux retraités, aux travailleurs, aux familles, aux femmes, mais rarement à ceux qui détiennent le pouvoir économique ou politique. Ce budget repose sur une logique simple. Lorsque les finances publiques sont sous pression, ce sont toujours les citoyens ordinaires qui doivent faire les plus grands sacrifices, et en particulier la classe moyenne. L'exemple le plus frappant est évidemment celui de la pension. L'année dernière, le gouvernement expliquait aux Mauriciens qu'il était impossible de maintenir l'âge de la pension à 60 ans. Aujourd'hui, il revient sur sa propre réforme. Ensuite, après avoir traumatisé une deuxième fois les Mauriciens, il revient sur la réforme de sa réforme. Et ainsi, on ne sait plus à quoi s'en tenir, on ne sait plus quoi croire, ni à quoi s'attendre. Comment ce gouvernement veut-il que la population ait confiance en lui? Comment se sentira-t-elle en sécurité avec une telle politique bat-battée? On a voulu, Madame la Présidente, remettre en cause l'universalité de la pension. D'un droit rattaché à la citoyenneté, on serait passé à une prestation conditionnelle. Ce n'était pas un simple ajustement administratif, mais un changement fondamental de philosophie qu'on voulait faire passer. Sans consultation, sans mandat, sans même consulter ses collègues, sans même informer ses collègues, c'est le contrat social qu'on voulait réécrire. Le Means Test a été gelé, très bien, mais sans lui, même sans lui, la pilule est amère pour nos concitoyens. Oui, les Mauriciens pourront à nouveau toucher leur pension à 60 ans, mais ils toucheront beaucoup moins. Avant 65 ans, pas de full pension. La pension prise à 60 ans sera de 11 589 roupies. Si elle est prise à 65 ans, elle sera de 16 555 roupies. Et cette diminution de la pension, ce montant de pension réduite, si quelqu'un choisit de la prendre à 60 ans, c'est ce montant que cette personne recevra tout au long de sa vie. Je n'invente rien, c'est ce qui est écrit dans l'annexe du budget à la section 27.3, sous-section E. The reduction in SAP, if taken before the age of 65, or increase in SAP, if taken after the age of 65, will apply throughout the lifetime of the beneficiary. Est-ce que cela aussi sera freeze? Rien n'indique en tout cas que ça le sera, puisque cela est dans la section 27.3, alors que le Means Test, qui a été freeze, est dans la section 27.7. Et qui se sentira obligé de prendre sa pension réduite dès l'âge de 60 ans? Le travailleur manuel au métier pénible qui n'en peut plus, la ménagère qui a enfin besoin de son autonomie, le peuple qui subit encore. Ce sont ceux qui sont en difficulté, qui ne pourront pas attendre 65 ou 70 ans pour prendre leur pension, qui seront poussés, qui seront obligés de prendre cette pension réduite à 60 ans. Est-ce que vous trouvez cela juste? Au-delà de la pension, une question demeure. Le gouvernement justifie ses sacrifices par la situation des finances publiques. Mais après presque 2 ans au pouvoir, où sont les débuts de résultats? L'an dernier, on nous annonçait un déficit budgétaire de 4,9% pour l'année 2025-2026. Mais cette année, on voit qu'il grimpe pour la même année 2025-2026 à 6%, soit 46,5 milliards. Pour 2026-2027, il y a un déficit budgétaire de 3,7% est annoncé si les 10 milliards attendus dans le deal Chagos sont obtenus. Et ce chiffre inclut aussi les milliards attendus avec la réforme de la pension. Donc maintenant, qu'adviendra-t-il? L'État prévoit des revenus aussi de 203 milliards, mais des dépenses de près de 250 milliards. Alors je pose une question simple. Est-on réellement en train de renflouer les caisses?
La dette publique atteignait environ 627 milliards lorsque ce gouvernement est arrivé au pouvoir. Elle dépasse aujourd'hui les 681 milliards, une augmentation de plus de 50 milliards. Et cela sans même compter certaines dettes hors bilan. Davantage de taxes, davantage d'emprunts, davantage de dépenses, mais une croissance qui plafonne à 2,8%. Lorsque la dette augmente plus vite que la croissance, ce n'est pas un signe de redressement, c'est un signal d'alarme. Et à terme, ce sont encore les générations futures qui paieront la facture. Madame la Présidente, ce gouvernement invoque sans cesse la nécessité des sacrifices. Parlons-en. Qui fait réellement ces sacrifices? J'avais appelé l'année dernière à davantage de solidarité de la part des dirigeants. Certaines mesures ont été annoncées, y compris sur les pensions des gouvernants, mais elles restent très, voire trop modestes au regard des efforts demandés au reste de la population. La solidarité commence par l'exemple. Dès l'an dernier, j'avais rappelé l'exemple de 1982. Pour redresser le pays, le ministre des Finances d'alors avait osé une mesure impopulaire, mais qui avait posé les jalons du miracle économique qui avait suivi, la sales tax. Le sacrifice avait été accepté parce qu'il avait été bien expliqué et parce que les dirigeants montraient l'exemple. Ce gouvernement ne retient pas la leçon. Comme pour les pensions imposées sans consultation l'an dernier, il revient avec la même communication défaillante pour tenter d'imposer le ciblage. Et comment ce gouvernement peut-il être crédible en demandant des sacrifices aux autres sans réduire son propre train de vie, sans réduire les gaspillages, déplorés année après année par le directeur de l'audit? Pas un mot, par exemple, sur le Fiscal Responsibility Act. Et il y a aussi la fiscalité. Le gouvernement introduit, ou plutôt réintroduit, un taux de 35% sur les revenus dépassant 12 millions par année. Sur le principe, c'est une mesure que la gauche progressiste ne peut que saluer. Il est juste que ceux qui gagnent le plus contribuent davantage. Mais pourquoi s'arrêter à mi-chemin? D'abord parce qu'un même taux de 20% s'applique sur toute la tranche, allant de 1 million à 12 millions de revenus annuels. Donc un cadre est imposé au même taux marginal qu'un haut dirigeant d'entreprise. Est-ce que cela est juste? Ensuite, et surtout, parce que l'on continue de taxer le travail, le salaire, sans toucher de la même manière au patrimoine accumulé, aux plus-values et à la spéculation foncière. À Maurice, il n'existe toujours ni impôt sur les plus-values, ni véritable taxation de la fortune. Une fiscalité réellement juste ne peut pas reposer sur les seules épaules de ceux qui travaillent. Madame la Présidente, je voudrais aborder la politique familiale. Et je veux commencer par reconnaître ce qui va dans le bon sens. L'introduction d'un congé menstruel, dans le public comme dans le privé, est une avancée réelle pour les femmes. Lorsqu'une mesure est juste, il faut le dire. La critique n'a de valeur que si elle sait aussi reconnaître le progrès. Et c'est précisément pour cela que la question du congé parental me déçoit autant. Le programme gouvernemental promettait, je cite, un congé parental allant jusqu'à 1 année. C'était une mesure qui me tenait à cœur et pour laquelle j'étais personnellement intervenue auprès du Premier ministre. Or, cette promesse s'est transformée en un simple allongement du congé de maternité. 12 mois pour les mères, mais seulement 6 semaines pour les pères. Cette différence n'est pas un détail. C'est le mécanisme même de la discrimination. Car dans le monde réel, lorsqu'une entreprise sait qu'une salariée peut s'absenter plus d'1 an, quand un homme ne s'absentera que 6 semaines, ce sont les femmes qui seront désavantagées à l'embauche et dans leur carrière. Vous n'avez qu'à parler à des HR autour de vous, ils vous donneront eux-mêmes les réponses en privé. Ce qu'il fallait, c'était un véritable congé parental partagé, accompagné de mécanismes de soutien aux employeurs. Un congé partagé mettrait fin à cette discrimination, parce qu'enfin les hommes et les femmes seraient sur un pied d'égalité. Et si l'objectif est réellement d'encourager la natalité, comme j'ai entendu le ministre le dire, il faut d'abord créer un environnement favorable aux familles,
des emplois, des crèches au sein des grandes entreprises, des logements accessibles aux jeunes couples, une meilleure conciliation entre vie familiale et vie professionnelle, la semaine de 40 heures promise n'étant toujours pas une réalité, et bien sûr, un vrai congé partagé entre les deux parents. Les enfants sont une responsabilité collective, pas seulement celle des femmes. Madame la Présidente, je dois dire quelques mots sur l'environnement, parce qu'il existe aujourd'hui un fossé inquiétant entre les discours et la réalité. Nous entendons parler de transition écologique, de résilience climatique, de développement durable, mais en parallèle, on nous annonce la création de 28 fermes aquacoles. Et sur le terrain, les citoyens constatent trop souvent des projets qui frappent les zones les plus sensibles. Le projet approuvé à Palma récemment affectant les wetlands, des constructions permises à Montchoisy et à Bellemare sur une dune de sable aggravant l'érosion, des déversements d'huile lourde à Port-Louis, d'eau usée à Baie du Tombeau, des atteintes graves à nos écosystèmes et un manque de transparence. L'exemple récent de Pointe-aux-Sables illustre parfaitement cette situation. Lorsque des pêcheurs et des habitants s'inquiètent de ce qu'ils voient, ils ne demandent pas des slogans, ils demandent des réponses, des analyses indépendantes, de la transparence. Ils demandent que l'environnement soit traité comme une priorité nationale et non comme un simple élément de communication. Or, jusqu'à l'heure, et depuis le 10 juin, aucun plan de stratégie de dépollution et de réhabilitation n'a été exposé jusqu'à l'heure. À Bellemare, un permis IAI a été octroyé récemment pour 200 mètres de supposés travaux de réhabilitation. Et ce permis est octroyé en légalisant par la même occasion 180 mètres de travaux faits auparavant sans aucun permis. Quel signal est envoyé? Quel signal est envoyé quand toute cette construction est faite sur une dune de sable, alors que le Premier ministre parle dans son discours de restauration des dunes de sable pour lutter contre l'érosion? Quel signal est envoyé quand ces travaux sont en train de se dérouler, alors qu'une notice du District Council a été émise pour demander l'arrêt des travaux? Quel signal est envoyé quand le public n'a plus d'accès à la plage pour pouvoir traverser à marée haute? Le signal envoyé est que la loi ne s'applique pas de la même façon pour tous et que c'est encore le peuple qui doit subir. Pourtant, nous sommes une île, notre tourisme dépend de nos plages, notre pêche dépend de nos lagons, notre économie dépend directement de notre environnement. Détruire nos ressources naturelles, ce n'est pas seulement une faute écologique, c'est une faute économique. Madame la Présidente, je voudrais aborder l'intelligence artificielle avant de conclure. Sur le principe, je soutiens l'ambition de préparer Maurice aux transformations technologiques, mais je refuse l'idée que l'intelligence artificielle serait une solution miracle. Quelle place peut avoir l'intelligence artificielle tant que nous n'avons pas défini quelle société nous voulons bâtir? Quel est l'intérêt de cet outil? Oui, c'est un outil, n'oublions pas. Quel est l'intérêt de cet outil si nous ne remettons pas en cause notre modèle de développement, c'est-à-dire sortir de la rente pour aller vers la production? On nous parle de plateformes cloud et de hubs numériques, mais avec quelle infrastructure, quelles compétences, quelle énergie, quelle stratégie? Les centres de données ne fonctionnent pas grâce aux annonces, mais grâce à des ingénieurs, à des chercheurs, des techniciens hautement qualifiés. Et où sont-ils aujourd'hui? Maurice fait face à une pénurie croissante de talents. Avant de rêver hub régional, assurons-nous d'en avoir les fondations. Ce qui m'amène à une question plus grande encore. L'intelligence artificielle va transformer le marché du travail. On estime que 20 à 25% des emplois de bureau, les white-collar jobs, comme on les appelle, pourraient disparaître et que beaucoup d'autres seront profondément modifiés. Des milliers de travailleurs devront se reconvertir. Or, ce budget ne propose aucune vision pour accompagner cette transition. Et c'est ici que je veux être claire sur ce que nous proposons. Parce qu'on nous répète, budget après budget, qu'il n'y a pas de choix, qu'il faut toujours plus de béton, plus de dettes, toujours plus de main-d'œuvre importée et que l'économie déciderait à notre place. Je ne le crois pas. Il y a toujours un choix.
Nous proposons ainsi la création d'un Sovereign Future Fund. L'idée est simple, utiliser une partie de la richesse créée aujourd'hui pour préparer les transformations de demain. Un fonds national capable d'investir dans les technologies émergentes, la formation continue, la reconversion professionnelle et la protection des travailleurs touchés par l'automatisation. Parce que les bénéfices de l'intelligence artificielle ne doivent pas être captés par une poignée de grandes entreprises. Ils doivent profiter à toute la société. Soyons honnêtes, on nous a fait croire pendant trop longtemps que le néolibéralisme, le marché tout-puissant et ses inégalités croissantes étaient le seul chemin vers la prospérité. C'est faux. Les pays les plus prospères sont aussi parmi les plus égalitaires. Une économie où la richesse se concentre toujours davantage entre quelques mains n'est pas une économie forte, c'est une économie faible. La vraie modernité, ce n'est pas de bétonner nos côtes pour les vendre à des étrangers, c'est d'investir dans ce qui dure. L'éducation, y compris avec des manuels à disposition, ce me semble être le strict minimum. La santé, la recherche, la transition écologique. La vraie modernité, c'est de partager le fruit du progrès, y compris en donnant enfin du sens à cette promesse de la semaine de 40 heures, pour que les gains de productivité reviennent aussi aux travailleurs et aux familles, et pas seulement aux actionnaires. Voilà ce qui devrait être un budget de courage. Non pas demander aux plus modestes de se serrer la ceinture, mais avoir le courage de changer de modèle. Ce qui m'inquiète quelque part le plus dans ce budget, ce n'est pas tant ce qu'il contient, parce qu'on entend beaucoup de mesures répétitives, déjà entendues l'année dernière, l'innovation, Blue Economy, l'intelligence artificielle. Ce qui m'inquiète le plus, c'est ce qu'il ne contient pas. Je cherche un nouveau moteur de croissance, un secteur capable de transformer durablement notre économie. Je cherche une vision pour les 25 prochaines années. Je ne trouve pas. À la place, nous apprenons que le pays prévoit d'accueillir à nouveau 70 000 travailleurs étrangers supplémentaires. Nous n'avons rien contre ces travailleurs. Au contraire, ils contribuent à notre économie et méritent le respect. Mais une question de fond se pose. Comment expliquer que nous ayons besoin d'importer toujours plus de main-d'œuvre alors que tant de jeunes Mauriciens envisagent de quitter le pays? Comment expliquer que nous ne sachions pas offrir à notre propre jeunesse les perspectives qui la retiendraient ici dans leur pays? Il est là le véritable défi national. Un pays qui dépend toujours de plus en plus de l'immigration de travail, tout en voyant partir sa jeunesse, doit s'interroger sur son modèle. Quel avenir construisons-nous? Une économie capable de retenir ses talents ou une économie qui remplace peu à peu ceux qui partent? Il est là le débat que ce budget aurait dû avoir le courage d'ouvrir, car au fond, et je vais conclure dessus, qu'il s'agisse de la pension, de l'égalité homme-femme, de notre environnement ou de l'intelligence artificielle, la même question revient toujours. Quelle société voulons-nous bâtir pour les générations futures? Ce budget nous demande de croire que les sacrifices d'aujourd'hui construiront un avenir meilleur. Les chiffres comptent, les équilibres budgétaires comptent, mais lorsqu'un gouvernement oublie que sa responsabilité première est envers les humains, il perd de vue l'essentiel. Comme l'a rappelé récemment le pape Léon XIV, notre devoir urgent est de rester profondément humain. Un avenir ne se construit pas seulement avec des routes, des bâtiments, des centres de données, des indicateurs économiques. Il se construit avec la justice sociale, avec la confiance des citoyens, avec l'égalité des chances, avec le respect de notre environnement. Il se construit lorsque ceux qui demandent des sacrifices sont les premiers à montrer l'exemple. Je crois en une île Maurice qui ne considère ni l'humain, ni la solidarité, ni la justice, ni l'environnement comme des coûts, mais comme les fondations mêmes de notre prospérité. C'est cette voie que je continuerai de défendre dans cette Assemblée. Je vous remercie. Merci. Yes, Honourable Bichuk. Don't worry, I will give a few minutes to each one of you.